Hello, bienvenue dans l'émission Being Inspired. C'est la rencontre avec des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Des personnes qui, à leur façon, ont décidé de changer le monde et qui vont vous y inspirer. Ma première invitée est Catherine Barba, une référence partout où elle passe. Serial entrepreneur et expert du digital, Catherine est l'une des 5 femmes business angels les plus actives de France. Elle est aussi administratrice des TAM et du groupe Renault, chevalier de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur. Ma deuxième invitée est Ali Barbe, l'une des figures de l'entrepreneuriat social en France. Cofondatrice de l'ONG Singa, destinée à l'intégration des réfugiés et des migrants grâce au lien social et à l'entrepreneuriat. Ali développe maintenant l'Académie des futurs leaders. Depuis 2021, cette école vise à former une nouvelle génération de leaders politiques, tendance progressistes. Donc vous le voyez, 2 invités ambitieux et qui essayent chacune à leur niveau de planter des graines pour un monde plus bienveillant et solidaire. Donc bienvenue à vous qui nous rejoignez. Et c'est parti pour des rencontres très inspirantes. En plus d'être une businesswoman à succès, Catherine Barba est une femme engagée qui regorge d'idées et de convictions. Madame Sommerveld, comme elle est affectueusement surnommée, est là pour partager avec nous les secrets de sa belle énergie et ce qui la guide aujourd'hui. Catherine, au CM2, tu écrivais déjà sur un carnet. Quand je serai grande, je voudrais créer une société d'informatique. Mais est vraiment un pur hasard, mais que tu savais déjà que tu voulais faire. C'est drôle que tu parles de ça. C'était un devoir, en fait, un devoir sur table. J'avais eu 8,5 sur 10. Bravo, félicitations. Oui, Madame Lecointre était très dure. En fait, tu sais, j'avais oublié ce devoir. C'est mon père qui l'a exhumé du fin fond de la cave et qui me l'a montré. Et moi, je croyais que j'avais décidé d'entreprendre quand j'ai croisé des entrepreneurs. Mais apparemment, il y avait une petite graine qui était déjà là. Et je pense que c'est, tu sais, ça tient aux adultes qui t'entourent. Moi, mes parents, qui m'ont rendue très curieuse, qui me stimulaient beaucoup, tu vois. J'ai lu qu'en avril 83, parce que ça date de mai 1983, cette dissertation, ce devoir, Microsoft lançait sa première souris. Donc peut-être que l'actualité aidant, on en a parlé à table, mes parents, tu vois, m'ont parlé de Bill Gates et ça m'a donné envie. Donc je l'avais oublié, mais je pense que la curiosité, tu vois, que mes parents m'ont transmise, eh bien, était déjà à l'œuvre. Mais d'ailleurs, c'est drôle que quand tu regardes ton parcours, tu as créé ou tu es passé par plusieurs entreprises, mais vraiment très différentes. Et justement, ce qui t'a permis d'oser explorer, de pousser avec audace et enthousiasme pour de nouveaux défis à chaque fois. Ah oui, tu as raison. J'en suis à ma 4e entreprise, là, tu vois, donc ça ne s'arrête jamais, en fait. Hein. Et c'est vrai que alors, le fil conducteur de tout ça, ça reste quand même l'innovation. C'est le digital, explorer, découvrir, et ça, apprendre, c'est un moteur chez moi, tu vois. J'imagine chez toi aussi, c'est sans cesse apprendre des choses nouvelles, se remettre en question aussi. Moi, je crois qu'il ne faut jamais croire qu'on est arrivé quelque part, hein, tu vois, quand... mon mari me dit, il y a quelques années, tout marchait bien pour toi, tu avais vendu ta 2e entreprise, on aurait pu tranquillement continuer. Eh ben non, on est parti aux États-Unis et j'ai tout recommencé à zéro où personne ne me connaissait. Et en fait, j'aime bien cette idée de défi. J'aime bien me lancer des défis, tu vois. Et c'est drôle qu'on dit souvent que les femmes ont un rapport assez complexe avec le risque. Et toi, tu démontres tout le contraire. Je suis un homme, en fait. Non, je ne sais pas. Tu vois, non, mais vraiment, tu pourrais nous partager par rapport à ça. Bien sûr. Moi, je crois que j'ai 2 réservoirs en moi, mes ressources, hein, qui sont remplies à ras-bord. J'ai un réservoir de confiance en moi.
qui s'est construite avec le temps. Hein. C'est pas donné à la naissance. Hein. Ça s'est construit au gré des expériences et des rencontres. Des gens qui ont posé sur moi un regard de confiance, qui m'ont rendu capable de faire. Je suis sûre que c'est la même chose pour toi. Tu vois, c'est la rencontre. Et donc, aujourd'hui, je pense, j'ai cette confiance très forte qui fait que je n'ai pas peur. J'ai pas peur d'échouer, j'ai pas peur du regard des autres, j'ai pas peur de me tromper. J'aime pas ça, bien sûr, mais je n'ai pas peur. Et mon autre réservoir qui est très, très rempli, là, tu l'as dit, hein, c'est l'énergie. C'est que je crois que j'ai une énergie débordante. Il en faut pour entreprendre. Il en faut pour porter des choses. Et comment tu fais pour avoir cette énergie? D'où vient-elle? Ah, c'est bien. En fait, je pense que tes ressources, elles sont à la fois exogènes et tu les génères toi-même. Il y a des choses qui te viennent de l'extérieur. Tu vois, moi, c'est mon entourage. C'est l'amour, évidemment. Ce sont mes amis, ma famille qui me nourrissent de leur amour. Et ça, c'est un extraordinaire moteur. Et puis, à l'intérieur, c'est une autre sorte d'amour. C'est quelque chose dont je parle parfois, c'est ma foi. Tu vois, ça fait partie de ma vie. C'est quelque chose d'important dans ma vie, d'entrepreneur aussi. Et je pense que cette connexion-là à quelqu'un de plus grand que toi, ça, en tout cas, moi, me donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, voilà, c'est comme ça. Et comme j'en ai beaucoup, je la partage. Et d'ailleurs, par rapport au premier réservoir, comment pourrions-nous, toutes les deux, nourrir, remplir le réservoir des autres pour que ces personnes, à leur tour, puissent changer le monde? Bien sûr, j'essaye, tu vois, à ma mesure, et toi aussi, par ce que tu fais. Tu vois, en invitant des personnes qui en ont et ça peut inspirer les autres. Moi, dans l'école, moi aussi, j'ai créé une école, c'est ma dernière boîte, Envie, pour les indépendants. Tous les lundis matins, à 8h30, on a un rendez-vous qui s'appelle le Barba Boost. Et c'est un moment de 15 minutes où on prend des sujets comme la peur, comme surmonter ses peurs, gérer les up and down de l'entrepreneur, oser. Et à chaque fois, il y a un partage d'expérience qui est la mienne. Et on l'illustre avec de l'art. J'ai une associée qui a fait l'école du Louvre et qui connaît très bien le sujet. Donc, on fait ça et je pense que c'est un bon moyen. Le retour que l'on a, c'est que c'est un bon moyen pour les membres de la communauté de ressentir cette énergie et de la vivre. Parce qu'il y a des petits exercices, tu vois. Donc, ça passe par des rituels, je pense, par des rendez-vous. Et puis toute la bienveillance dont on entoure les personnes qu'on accompagne pour devenir indépendants. Tu vois, c'est quand quelqu'un ose te présenter une idée et que tu reçois un feedback qui n'est pas forcément positif, mais qui est dit avec beaucoup d'authenticité, critique mais bienveillant, tu te rends compte que finalement tu peux te tromper, mais c'est juste que c'est une étape sur ton chemin, tu vois. Donc, c'est dans l'état d'esprit aussi de l'entreprise qu'on le fait. Et que tu peux me dire un petit peu plus sur ce projet Envie? Pourquoi il y a des podeurs? Quel est l'objectif? Mais oui, c'est vrai que moi, j'ai vécu 25 ans avec les start-upers, tu vois. Moi, c'était la Startup Nation, les levées de fonds, les licornes. Et en fait, j'ai nourri la conviction il y a 2 ans que l'avenir du travail, c'était probablement le travail indépendant. C'est un secret pour personne, hein, de plus en plus de personnes en France et partout ailleurs ont envie de se mettre à leur compte. Parce qu'ils l'associent à cette aspiration à plus de sens, plus d'autonomie, plus d'équilibre de vie. Et donc, cette aspiration à vouloir se mettre à son compte est très noble et j'ai envie de la valoriser, mais ça devient un cauchemar si tu n'es pas rentable. Donc, on a créé Envie, l'école des indépendants qui réussissent pour aider, pour transformer cette aspiration en revenu durable. C'est mieux. Complètement d'accord. Et par ailleurs, par rapport à ces indépendants, quels sont les points communs que tu constates le plus souvent et qui te permet avec ton école de créer un vrai effet de levier?
y a une très grande variété. Tu sais, indépendant, ça regroupe énormément de métiers, de services. Certains vendent en B2B, B2C, des produits, des services. Donc, c'est très disparate. Mais il y a un point commun, c'est quand même on se vend soi-même quand on est indépendant. On incarne son offre. Et donc, je me rends compte que si tu as un talent, tu l'as nourri pendant ton expérience professionnelle et que tu te sens capable, à un moment de ta vie, de le monétiser, tu vois, pour en faire ta source principale de revenus, principale ou pas d'ailleurs, mais c'est formidable de le faire accompagner. C'est mieux, c'est toujours mieux. Hein. Effectivement. Ouais. Et par rapport aux entreprises, que tu travailles aussi bien avec les indépendants qu'avec les entreprises, et tu es passionné par justement l'avenir du travail. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu partages justement avec les entreprises qui voient leurs salariés partir peu à peu? Et oui, il y a une peur de désagrégation en fait du corps social. Tout à fait. Les meilleurs éléments ou autres vont partir, se mettre à leur compte. Et qu'en est-il de l'entreprise, tu vois? Et je pense que c'est une opportunité en fait pour les entreprises. C'est-à-dire? C'est qu'on a créé une sorte de collectif qui s'appelle le Do Tank. Tu vois, c'est pas un think tank, c'est pour agir, pour expérimenter les pratiques du futur du travail. Et en fait, on se rend compte que reconnaître qu'un collaborateur a besoin ou envie d'avoir un side project, donc tu sais, ce qu'on appelle le slashing en fait, que de mots anglais, mon Dieu, mais c'est d'avoir un autre job que son job de salarié. C'est pas une façon de le perdre, c'est une façon de le garder en fait. Il faut laisser la cage ouverte pour que l'oiseau revienne, dit-on. Et en pratique. Et en pratique, ça demande d'être très encadré. En fait, il y a plusieurs entreprises qui en sont déjà là hein, aujourd'hui, des grandes entreprises du CAC 40 avec lesquelles on travaille, qui font une charte du slashing et qui reconnaissent que tel salarié apporte un autre projet, alors qui évidemment n'est pas concurrent de son core business, mais ça fonctionne un peu comme une permaculture de l'entreprise en fait. Tu sais, c'est comme quand la terre se régénère quand on fait pousser plusieurs espèces au même endroit. Là, c'est une façon finalement de faire grandir pour chaque collaborateur sa capacité d'adaptation, son agilité, et ça vient faire rentrer un souffle neuf. Donc, il faut que ce soit encadré. Il y a des chartes, et puis avec un onboarding particulier, avec un accueil, avec des rituels, avec une reconnaissance. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être bénéfique à chacun, parce qu'au fond, l'enjeu, c'est quoi? C'est toi, en tant qu'individu, te réaliser pleinement. Alors après, attention au surmenage quand même. Et puis pour l'entreprise, c'est garder des gens extrêmement qui ont envie de s'engager. Manager l'engagement, c'est difficile, ça. Oui. Et donc, c'est pas la contrainte, la rétention qui va faire la différence. C'est très difficile comme sujet. Hein. Mais la seule réponse, pour moi, elle est dans l'expérimentation. Et c'est ce qu'on fait avec le Do Tank. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, au-delà de garder cet engagement du collaborateur, quels sont, d'après toi, les autres avantages pour l'entreprise? Pourquoi a-t-elle vraiment intérêt, au-delà de garder simplement ses collaborateurs, de nourrir ce côté science de la profession? Mais tu dois le voir comme moi. Tu sais, le rapport au travail change partout. Ah, bah, complètement. Tu vois, et c'est pas simplement la façon de travailler qui change, mais c'est la place du travail dans nos vies, c'est le sens du travail dans nos vies. Et donc, nécessairement, ta façon de manager une équipe, quand tu es manager, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui fait l'excellence managériale, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être durablement engagé, va tout donner. La visée, c'est la performance, évidemment. Hein. Une autre forme de croissance qui reste à inventer. Mais dans une entreprise où on n'est plus dans des monolithes fermés, très, très pyramidaux, mais où les entreprises s'ouvrent, tu vois, deviennent des hubs de compétences, des sortes d'écosystèmes. Et l'enjeu, c'est comment je crée de la valeur autrement, comment je donne confiance aux gens, comment je les responsabilise, comment je fais grandir l'employabilité en même temps que la personne. Enfin, c'est des questions qui sont pas simple, mais qui, je crois, on est en train d'inventer des
communautés, en fait, hein, des entreprises qui se deviennent des communautés avec une forte fraternité, peut-être, parce qu'il y a quand même des valeurs communes qui nous lient dans l'entreprise aujourd'hui. Tu vois, la raison d'être, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et il me semble, et je le vois chez Renault, tu vois, de l'intérieur, combien la raison d'être a été travaillée et combien les collaborateurs en prennent conscience, et ça, petit à petit, ça vient colorer ta façon de travailler. Bon, mais on réinvente un corps social, et tout ça, c'est comme, tu sais, c'est comme il y a 25 ans, quand j'ai commencé dans le digital, où le digital transformait complètement l'entreprise autour des clients. Bah, aujourd'hui, c'est la même chose, c'est une cure de jouvence. Le futur du travail transforme complètement l'entreprise, mais autour du travailleur, du collaborateur, quoi. Merci beaucoup, Catherine. Et que dirais-tu justement aux personnes qui veulent créer une entreprise, se mettre en leur compte, mais qui appréhendent? Bon, alors je ne dirais pas n'ayez pas peur comme Jean-Paul II, hein, mais je vais rester quand même dans la métaphore un peu religieuse, je t'ai dit, hein, j'aime ça. J'aime bien cette phrase de Mère Teresa. Quand je fais des conférences, je fais souvent des conférences pour les entreprises, j'aime bien finir avec ça, c'est « Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. » Pour moi, ça, c'est cet amour du client. Ça veut dire, quand tu es entrepreneur, c'est quelles que soient les personnes que tu croises sur ta route, des alliés, des coéquipiers, des collaborateurs, des médias, c'est qu'est-ce qui fait que dans l'interaction, au-delà de ta compétence, tu vas créer ce lien unique qui va faire grandir les autres et toi aussi. Et avec un peu de chance, si tu arrives à monétiser tout ça, ben, tu vas être durablement rentable. Non, mais j'adore cette phrase, elle est vraiment magnifique. Ouais. Merci infiniment. Merci à toi, Virginie, c'était super. C'était un bonheur. Vraiment. Partagé. Et maintenant, je suis très heureuse d'accueillir Alice Barbe, une vraie femme de conviction, parce que quand elle se gagne, elle ne fait pas les choses à moitié. Alice a fondé une ONG pour aider les réfugiés et crée régulièrement des corridors humains pour accueillir des personnes fuyant les pays en guerre. Ce qui a fait d'elle l'objet de plus de 350 menaces de mort ou de viol. Et maintenant, Alice s'engage pour la démocratie. Tu t'es fortement engagée pour la cause des réfugiés. Et que ce ne serait pas indiscret de te demander pourquoi. Quelle est la raison fondamentale? Je pense qu'on a tous un sujet quand il s'agit de parler d'immigration, de migration. C'est un des sujets les plus polarisants ces 20 dernières années dans le champ médiatique. Et moi, comme beaucoup, j'ai grandi en entendant des gens autour de moi se comporter de manière très raciste. J'ai grandi dans le sud de la France un petit peu et aussi à Paris. Et même au sein de ma propre famille, je pouvais entendre des discours qui pouvaient être négationnistes, qui pouvaient être antisémites, qui remettaient en question l'Holocauste aussi. Et je me suis toujours demandé quelle était la barrière mentale pour qu'on arrive à une bêtise pareille, qui est de penser que, en fonction de là où on est né, on doit forcément être différent et avoir des catégories de citoyenneté de première et seconde zone. Donc moi, je suis du côté des Blancs, je suis du côté aussi de la famille de gens qui ont pu avoir des comportements, qui ont des comportements racistes. Et ma question, c'est comment on peut changer ça? Mon engagement avec Singa, il a été un moment pour moi de pas se positionner juste dans la perspective humanitaire, parce que souvent l'immigration, c'est soit humanitaire, soit sécuritaire. C'est de se positionner pour dire, OK, c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre et je veux créer le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Un monde dans lequel on se rencontre, on fait des choses ensemble et la nationalité, l'origine n'est pas une barrière. Et d'ailleurs, comment vous avez fait avec Singa, cette ONG que tu as créée? Comment tu as... Co-créé, co-fondé. C'est important parce c'est une histoire d'amitié aussi. Avec Nathanaël Moll et Guillaume Capel, on avait 25 ans. Et c'est jeune? On était assez jeunes. Moi, je me suis retrouvée directrice, manager d'une ONG très jeune. Du coup, j'ai fait toutes les bêtises possibles et imaginables. Ça ne t'a pas traumatisé plus que ça, apparemment. On apprend en marchant. Évidemment. Mais c'était effectivement pas simple. En fait, il n'y a pas d'école de l'entrepreneuriat. On ne t'apprend pas à être entrepreneur, et encore moins entrepreneur social ou manager, mais sur des sujets qui sont aussi polarisants que celui de la migration.
Singa, c'est une organisation qui vise à changer le regard autour des personnes migrantes et réfugiées, autour des nouveaux arrivants, autour de la migration, à travers le lien social, donc des gens qui se rencontrent, des locaux qui rencontrent des nouveaux arrivants, sur la base de leurs points communs, de ce qu'ils ont envie de faire ensemble, sur la base de la création de projets ou de la cohabitation. On a une plateforme d'accueil chez l'habitant, j'accueille.fr. Et on a aussi des incubateurs en Europe autour de comment on accompagne l'entrepreneuriat autour de la migration, tant des personnes réfugiées que des locaux qui veulent innover sur ce secteur. Et d'ailleurs, actuellement, j'ai le sentiment que quand même l'immigration devient de plus en plus un sujet politique. Est-ce que je me trompe? Ça fait 20 ans, même plus, que l'immigration, ça devient un des sujets les plus crispants et polarisants en France. Je pense qu'il y a l'islam, l'immigration, le féminisme, sur les sujets de crispation identitaire très forte. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La question de l'autre et la relation à l'autre, ça a toujours été un sujet. Mais le mot réfugié, c'est vrai qu'il a évolué dans sa sémantique. Quand on tape réfugié sur Google Images, on va voir plein d'images de gens en souffrance, dans des bateaux, une forme de... On va pas être attiré, en fait, par ces images. Alors qu'au XVIIIe siècle, la définition du mot réfugié, c'était ces génies qui sont allés livrer leur créativité à nos ennemis. C'est la définition dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, à l'époque où l'édit de Nantes a été révoqué et que les protestants français ont fui pour trouver asile en Allemagne. La définition a changé, le terme est de plus en plus négatif. Le pourquoi, j'ai pas forcément la réponse absolue à ça. Je pense qu'il y a plein de facteurs, mais je crois que ça fait partie des sujets qui aujourd'hui fragilisent beaucoup nos démocraties. Et on a plutôt intérêt à faire très attention à nous protéger de ce qui nous divise. D'accord. Et donc, concrètement, aujourd'hui, comment peut-venir, à notre petit niveau de citoyen, changer notre regard justement sur ce sujet que nous connaissons assez mal finalement? C'est incroyable que tu dises ça parce qu'on parle de migration et de réfugiés tout le temps dans les médias. Les images sont prépondérantes. La question derrière, c'est tout le monde parle de réfugiés, tout le monde a un avis sur la migration, mais qui a véritablement des amis, des connaissances, qui sont elles-mêmes des personnes réfugiées, des personnes qui sont arrivées en France, qui ont fui la guerre? Pas tant que ça. Il y a très très peu de Français qui ont des amis, des proches, des collègues qui sont réfugiés. Donc déjà, si on crée ce lien sur un pied d'égalité, pas un lien qui est uniquement bénévole, qui va donner des cours de français, mais des vrais liens, et que ce soit dans l'entreprise, par l'embauche, par la formation, par l'alternance, ou tout simplement à toutes les échelles de la vie sociale et de la citoyenneté, là, on pourra changer le narratif qui est négatif sur la migration. Mais d'ailleurs, parlons de citoyenneté. Si j'ai bien compris, tout est lancé dans un nouveau projet qui est l'Académie des futurs leaders. Et ça serait pour former les leaders politiques de demain. Mais alors, quelle est la différence entre ces leaders que tu formes et les leaders politiques d'aujourd'hui? On a créé l'Académie avec 3 constats. Le premier, c'est qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui se bougent. Il y a des entrepreneurs sociaux qui font vraiment grandir et transforment notre économie. Alors, on n'est pas sur du massif, malheureusement. Le capitalisme est encore cassé, mais il y a beaucoup de gens qui essayent de le réparer. Il y a des gens qui se mobilisent dans la rue, dans les associations. Il y a de nouvelles formes d'activisme, une nouvelle génération d'activistes qui font des choses extraordinaires. Mais ces personnes ne se voient pas entrer en politique alors qu'elles incarnent une forme d'intégrité, une forme d'éthique. En face, les partis politiques ont un peu de mal à recruter. Quand on demande est-ce que tu veux te lancer en politique, il y a de moins en moins de personnes qui disent ça m'intéresse. Tout est dépolitisé. Il ne faut pas rentrer dans la politique. Il y a aussi de la méfiance. Mais c'est quoi l'image de la politique aujourd'hui? Malheureusement, la confiance envers les représentants politiques est très faible. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'en face, les mouvements populistes utilisent la division et la peur pour gagner du terrain. Et ils gagnent du terrain, vraiment. Ils ont des écoles. Marion Maréchal a une école à Lyon. Le Rassemblement national vient d'en créer une pour former des milliers de cadres. En Allemagne, ils ont des crèches pour enfants. Il y a des camps de vacances, des éditeurs. Ils prennent vraiment du terrain sur une forme de bataille des idées. Aujourd'hui, pour moi, il est très important qu'on protège notre démocratie et à tous les niveaux. À tous les niveaux, pas juste en allant voter, mais d'abord en ayant espoir, en se disant « Ok, peut-être que je peux m'engager en politique, peut-être que
la personne qui m'inspire pourrait me représenter en politique. Et l'Académie vise à accompagner des gens qui incarnent déjà l'éthique et l'intégrité, qui ont déjà des communautés derrière eux, qui incarnent des combats et qui se disent pourquoi pas moi. Donc on les accompagne chaque année pendant 6 mois. Et d'ailleurs, tu m'as dit, quand tu préparais l'émission, quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que, bizarrement, je ne fais pas ces personnes-là elles-mêmes qui me font candidature. Non. C'est, en fait, on a fait à leur place. Exactement. On recrute sur la base d'un processus de nomination. Donc, on reçoit entre 200 et 300 nominations par cohorte. Donc, il y a des personnes qui vont prendre le temps d'écrire ça peut prendre jusqu'à 1 heure ou 2, pour recommander les personnes en lesquelles ils ou elles croient. Donc, là, à partir de là, ça plante une graine chez les personnes qui sont nominées. Parce que même si elles disent « c'est pas pour moi, je vais pas y aller », ça plante la graine de se dire « ok, il y a des gens qui croient en moi derrière et qui veulent que j'y aille ». Et la plupart du temps, les personnes qu'on sélectionne après les jurys n'étaient pas au courant qu'elles étaient nominées, n'avaient pas demandé à des amis de le faire. Et ça, c'est assez symbolique, parce que tu peux être nominé par tes parents, ta communauté, tes amis, mais même des gens que tu ne connais pas et que tu n'as jamais vus et qui te voient dans les réseaux sociaux ou dans les médias. Et alors, concrètement, qu'est-ce que vous trouvez dans cette école? Déjà, c'est une école sans critères, si ce n'est d'être nominé et d'avoir un impact social, environnemental ou sur la démocratie. Donc, déjà, les participants, ils ont entre 18 et 51 ans. On va trouver autant Yamina Saheb, qui est membre co-autrice du dernier rapport du GIEC, que Samir El Hamdi, qui est porte-parole des précaires du 115 dans le Grand Est, que Louise Ulrich, qui est une jeune de 18 ans, notre Benjamin, de Fridays for Future, le mouvement de Greta Thunberg. Donc c'est très, très hétéroclite, avec pas mal d'entrepreneurs sociaux aussi, de la pub ou des médias, et qui vont passer 3 jours par semaine à avoir des cours très Sciences Po, qui peuvent être très théoriques, data, blockchain. On a eu un cours sur ChatGPT la semaine dernière. C'était flippant. Ils vont rencontrer des personnalités politiques, françaises ou internationales. Ça peut être des députés, des membres du gouvernement. On a reçu l'ancien président François Hollande, la directrice du renseignement américain, Ben Rhodes aussi, qui est un conseiller de Barack Obama. Et aussi, ils ont une forte partie santé mentale et développement personnel. Ils ont des coachs, ils ont des psys, ils ont un accompagnement sur l'ancrage, sur le bien-être, sur comment dormir, comment ne pas péter les plombs quand on entre en politique. Parce que c'est un milieu, effectivement, qui peut être assez violent, très dur. Et d'ailleurs, tu as parlé de Barack Obama et aussi que vous travaillez ensemble. Comment vous construisez justement ensemble la démocratie de demain? Alors, je ne travaille pas avec lui au quotidien, ce serait chouette, mais en fait, Barack Obama a lancé sa fondation en 2017. Il était président des États-Unis pendant 8 ans. Il a été basiquement maître du monde pendant 8 ans. Il a fait de son mieux. Il a fait des bonnes choses, il a fait des mauvaises choses. Comme tous les présidents, avec plein de circonstances. Au bout de 8 ans, il y a un mec qui arrive, qui s'appelle Donald Trump, et qui se met en tête de détruire tout ce que Barack Obama a fait. Et donc la réflexion du président Obama, c'était de se dire « Ok, j'ai fait tout ça et j'ai même pas vraiment forcément réussi. Donc si je peux insuffler à des jeunes activistes, entrepreneurs sociaux, à des jeunes aussi qui se bougent, si je peux insuffler l'envie de faire changer les choses et de se battre pour la bonne cause, là, j'aurais peut-être réussi. » Donc, il a monté sa fondation, la Fondation Obama, qui, chaque année, va sélectionner des personnes qui se battent, qui font la différence sur tout un tas de sujets pour la démocratie, pour le climat, etc. Et leur donner les outils, les ressources dont ils et elles vont peut-être avoir besoin. Donc, moi, j'ai participé à un programme qui s'appelle Scholars. C'est une bourse à Columbia University où j'ai passé 1 an avec les anciennes équipes de l'administration américaine, des profs de Columbia, à me former, pas qu'à la politique, mais aussi au community organizing, et peut-être à la stratégie, à la prise de parole en public. C'était une boîte à outils. D'accord. Merci beaucoup, Alice, pour tous ces éléments. Et c'était vraiment très, très inspirant. Merci, Virginie. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous y avez passé un joli moment. Et à très vite pour la suite.